Bonjour, bienvenue sur Charles King Radio, tout au moins depuis les studios de Charles King Radio pour What the Foot, votre émission sportive. C'est la 4e édition, la première depuis les studios de Charleroi. Vous connaissez le concept de l'émission pour les plus fidèles. Pour les autres, on vous le rappelle bien évidemment, une émission sportive qui a pour but de vous donner évidemment tous les résultats des clubs européens, mais aussi de débriefer certains matchs, mais aussi de vous annoncer les futures affiches. Sur le plateau, je ne suis pas seul. Nous avons avec nous Manu. Bonjour Eric, bonjour à tous. Robin. Bonjour Eric, bonjour à tous. Marco. Bonjour Eric, bonjour à tous. Ravi et David. Bonjour Eric, bonjour à tous. Cette émission est en 2 parties, on pourrait même dire 3, puisque nous allons commencer avec les résultats et le championnat belge. Lagantois Standard de Liège 2-1, Eupen Zulte Waregem 2-3, Cercle de Bruges Ostende 2-2, Waasland Beveren Courtrai 2-6 et l'Excel de Moucron qui s'est imposé face à la Lanterne Rouge Lokeren 1-0. Nous passons en Angleterre avec Cardiff City Watford 1-5, West Ham United Fulham 3-1, Burnley Tottenham Hotspur 2-1, Bournemouth contre Wolverhampton, pas facile à dire hein, ça, 1-1, Newcastle United Huddersfield 2-1, Leicester Crystal Palace 1-4. Le championnat espagnol, l'Espagnol contre USK 1-1, Getafe Rayo Vallecano 2-1, Séville Barcelone 2-4, Deportivo contre Celta Vigo 0-0 et Atlético Bilbao contre Elbar, c'est 1-0. Championnat italien, Milan Empoli 3-0, Torino Atalanta 2-0, Frosinone Roma 2-3. Nous passons directement en Allemagne avec le Werder Brême qui a tenu en échec Stuttgart 1-1. Mainz contre Schalke 3-0. Borussia Mönchengladbach Wolfsburg 0-3. Le Bayern de Munich a battu l'Hertha Berlin 1-0. Freiburg Augsbourg 5-1. Fortuna Düsseldorf Nuremberg 2-1. Et nous terminerons avec le championnat français. Dijon Saint-Étienne 0-1. Strasbourg-Lille 1-1. Le PSG s'est imposé contre Nîmes 3-0, Guingamp Angers 1-0 et Amiens Nice 1-0. La suite du programme, on pourrait dire que c'est le début de l'émission, c'est le débrief. Je vais donner la parole à David. Merci Eric, en effet, messieurs, passons sans plus tarder au débrief de ce FC Séville, FC Barcelone. Donc 25e journée de Liga, FC Séville, Barcelone 2-4, score final, un but de Jesus Navas à la 22e minute, une égalisation de Messi à la 26e. Mercado redonne l'avantage à Séville à la 42e minute. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est le début du festival Messi, égalisation de 2 à la 67e, à la 85e, 2-3 de Lionel Messi, qui fait un assist ensuite à la toute fin du temps additionnel, 2-4, Luis Suarez. Alors messieurs, avant de se plonger dans l'analyse du match, quels sont vos 3 points importants que vous retenez de hier après-midi ? Le premier point, c'est l'impression d'avoir assisté à un match contrasté. Contraste entre la première et la deuxième mi-temps, contraste entre des actions de grande classe et des erreurs grossières, assez inhabituelles pour un match de ce niveau, et puis surtout un grand écart au niveau des prestations individuelles. Mon deuxième point, je cherchais un terme pour qualifier le match de Messi hier. Finalement, j'ai opté pour prestation messianique. Messi qui s'est de nouveau mué en sauveur du Barça. Et mon troisième point, c'est Getafe, cette ville de la banlieue sud de Madrid. Getafe, suite à la défaite de Séville, se retrouve 4e, donc qualifié pour les phases de groupe de Ligue des Champions. C'est une équipe modeste, c'est le 5e budget le plus bas de la Liga.
plus de 3 fois inférieurs à ceux de Valence et de Séville, ses concurrents directs. Et donc, c'est la belle révélation de la saison. Alors pour ma part, je vais citer comme premier point un Messi, bon, je manque d'originalité sur ce point, un Messi stratosphérique avec ses 3 buts de génie et son assist aussi qui l'est tout autant, avec la manière, quoi. En deuxième point, je vais surtout mettre en évidence l'attaquant du FC Séville, Ben Yedder, qui a fait un gros match en première mi-temps, un peu oublié en deuxième. Et le troisième point pour ma part sera le VAR qui fait encore parler de lui en Liga. On se croirait en Belgique, première saison du VAR. Et pour ma part, j'aimerais mettre comme premier point la mentalité du Barça, en fait, qui en première mi-temps, sur le deuxième but, on voit Piqué qui s'arrête complètement de jouer. Donc ça, c'est mon premier point que j'aimerais mettre en évidence. Deuxième point à mettre en évidence, qui est assez en lien, c'est l'intensité mise par Séville lors de leur première mi-temps. Ils ont mis une très grosse intensité, grosse pression, etc. Et comme troisième point, c'est un petit clin d'œil à Lionel Messi. C'était son 50e hat-trick ce week-end, ce qui est relativement impressionnant. D'accord, messieurs, merci pour vos 3 points. On va passer maintenant à l'analyse proprement dite du match. Avec une première question, est-ce que ce choc de Liga entre le 5e et le leader a répondu à vos attentes ? D'abord, c'est important de situer le match dans son contexte. Dans le contexte de la Liga, avant le match, c'était le premier contre le 4e. Donc, c'était un match à la fois pour le titre et pour la 4e place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Donc, c'était un match assez important. Maintenant, si on place le match dans le contexte européen, il faut savoir que dans le classement UEFA des clubs qui est basé sur les résultats des équipes sur les 5 dernières saisons, Séville occupe actuellement la 7e place de ce classement européen, à égalité avec le PSG qui est 6e, et le Barça est 2e. Donc hier, on était face à un match de niveau de quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'était vraiment une très grosse affiche. Alors l'année passée, les 2 équipes avaient atteint ce stade-là. Et sur base de ce constat-là, j'avoue que j'étais un peu déçu. D'abord par le résultat, parce que pour le titre, on peut dire que le Barça a frappé un grand coup et je pense que ça tue un peu tout suspense. Je ne vois pas le Barça perdre 7 points d'ici la fin de saison, à moins que l'Atlético gagne tous ses matchs, ce qui serait quand même assez étonnant, même si la défaite de Séville relance un petit peu l'incertitude concernant la 4e place. Mais surtout, déçu par la production d'ensemble. J'ai vu quand même pas mal d'approximations, d'imprécisions. Je pense notamment au 2e but de Séville, qui vient après une passe ratée de Der Stegen, du pied, alors qu'en général, il excelle à ce niveau-là. Le but égalisateur du Barça vient également après un dégagement complètement raté de Vaklik, alors qu'il n'était pas du tout sous pression. Donc ces erreurs techniques font que j'ai pas assisté à un match vraiment équivalent à un niveau de Ligue des Champions. Et puis au niveau des prestations individuelles, certains ont frôlé l'excellence, voire atteint l'excellence, mais beaucoup ont été assez décevants pour ne pas dire plus. Donc dans l'ensemble, j'ai assisté à un match agréable, un match plaisant, avec du suspense, mais pas un grand match. Alors moi, pour ma part, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Manu. Pour ma part, ce Séville-Barça a répondu sans aucun doute à mes attentes. C'est-à-dire que j'ai vu deux équipes qui ont été fidèles à leur jeu, à l'image de leur but. Ça a été vraiment du typique Barcelone, ça a été vraiment du typique Séville. C'était un match très technique avec de la volonté et qui jouait au foot avec leurs qualités et à l'heure actuelle leurs défauts, malheureusement. Je parle pour les 2 équipes, bien sûr. Pour Séville, donc, on a remarqué ces buts sous reconversion en phase offensive. C'était assez rapide lorsque ça récupérait les balles. Pour le Barça, il s'agissait surtout d'un bon jeu de passe pour isoler un flanc et ensuite délivrer une passe à Messi qui fait tout le travail en fait de ce Barça hier. Donc en première mi-temps, nous avons assisté à un FC Séville très séduisant avec de l'intensité. Il savait où ce qu'il voulait jouer, c'est-à-dire sur les flancs, vite en reconversion offensive quand ça récupérait le ballon en pressing. Je parle du premier but de Séville où Ben Yedder fait une course de 60 mètres phénoménale pour desservir Jesus Navas extrêmement bien. C'est un modèle de contre-attaque.
Oui, mais c'est le style de jeu de Séville en fait, hein. Ce 3-5-2 là qui se met en place avec un flanc droit, Jesus Navas, qui était en mode Gareth Bale des anciens temps, donc qui faisait des courses de 75 mètres pour venir conclure dans le rectangle très facilement, d'ailleurs une belle finition digne d'un attaquant, et Ben Yedder qui fait sa course typique, qui fixe les deux défenseurs centraux et puis qui délivre la passe décisive magnifique. C'est typique Séville en fait cette action. Une reconversion offensive précise et réussie effectivement. Et ensuite, j'ai assisté à un Barça donc en première mi-temps un peu nonchalant, beaucoup de pertes de balles, je trouve, pour une équipe. Beaucoup de déchets techniques. Oui, pour une équipe de ce calibre avec autant de budget, je trouve ça un peu scandaleux. Bon, heureusement, ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps, mais je ne peux m'empêcher de poser cette question, de me poser cette question, si c'est vraiment le Barça qui a gagné hier ou c'est Séville qui a un peu jeté le match hier en deuxième mi-temps. Pour répondre à ta question et reprendre une phrase que j'ai entendue hier soir à la radio de la part d'un journaliste français, le Barça a perdu le match, mais s'il a gagné. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, le Barça, en fait, en deuxième mi-temps, a complètement changé sa mentalité, ou devrais-je dire plutôt le FC Séville a changé sa mentalité. Ils avaient l'avantage de 1, ils auraient dû le conserver et continuer à presser comme ils l'ont fait en première mi-temps. Mais c'est un peu contraint. Je pense que les deux changements sur blessure en deuxième mi-temps ont quand même déstabilisé pas mal Séville. Ils sont bloc défensif. Ce sont deux défenseurs qui ont dû changer pour cause de blessure. Pour cause de blessure, c'est vraiment dommage parce que c'est Mercado qui a fait une très bonne première mi-temps, ça a cassé la dynamique. Et Weber qui quand même sur le flanc gauche avait quand même été très présent. Ça a cassé un peu la dynamique de Séville oui. Et on ne l'a pas reconnu en deuxième mi-temps. Ils se sont fait submerger tout simplement, attentistes, et ils regardaient marcher Messi qui se faisait oublier exprès, et il vient planter 3 buts somptueux. Séville a vraiment reculé énormément. En première mi-temps, on les a vus pas mal sortir, etc. Et là, en deuxième mi-temps, vraiment, ils sont rentrés au vestiaire avec le 2-1. Ils sont sortis des vestiaires en essayant de se dire « Ok, on va se replier, on va mettre 2 lignes défensives et on va essayer de tenir le score. » Ce qui, je pense, n'est pas du tout la solution face au FC Barcelone. Maintenant, est-ce que c'est Séville qui se replie ou alors est-ce que c'est Barcelone, par son jeu, son pressing, dans le camp adverse, qui pousse l'adversaire à se replier aussi? J'ai pas eu l'impression vraiment de voir un FC Barcelone en mode rouleau compresseur. J'ai vraiment eu cette impression que Séville était replié derrière et les laissait venir. Il n'y avait pas cette volonté vraiment de repousser les assauts et de sortir de nouveau de la part du FC Séville. J'ai eu cette impression que Manchin, au vestiaire, la consigne était vraiment de garder le 2-1. Moi, c'est mon impression, c'était celle-là en tout cas. Donc moi, je pense que ce qui a déstabilisé le bloc de Séville, c'est surtout les sorties de Mercado et de Weber. La rentrée d'Amadou n'a pas apporté grand-chose. Et surtout, la rentrée de Vasquez, qui est un joueur en méforme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'a pas débuté le match, parce qu'en début de saison, c'était un titulaire indiscutable. La rentrée de Vasquez n'a absolument pas apporté, je dirais même qu'à plombé un petit peu les transitions offensives du jeu de Séville. Et c'est la raison pour laquelle Ben Yedder, comme tu as signalé, qui avait fait un très bon match, était fort isolé en deuxième mi-temps et les joueurs de Séville n'arrivaient pas à l'atteindre. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup affecté le jeu offensif de Séville. Très bien, messieurs, merci pour cette analyse globale tactique du match. On va commencer à pointer les individualités maintenant de chaque équipe. On va notamment parler d'abord du Barça. Est-ce que hier, le Barça peut se résumer simplement à Messi et 10 autres joueurs sur le terrain? Je crois que hier, c'est évident. Tu voulais parler? Ouais, je peux débuter. Forcément, avec la prestation stratosphérique de Messi, du moins dans les stats, avec 3 buts, 1 assist, comment dire que Messi n'était pas au-dessus du lot et au-dessus des 10 autres joueurs du Barça? Moi, j'aimerais surtout pointer la prestation de Gérard Piqué, qui m'a énormément déçu, surtout en première mi-temps, et je pense surtout au deuxième but de Séville, où Piqué, en fait, s'arrête totalement de jouer. Il pense qu'il est hors-jeu, il lève son bras, et puis on le voit, il ne bouge plus, alors que l'arbitre ne siffle pas une seule seconde. Donc ça, je trouve que c'est relativement scandaleux, dans un match quand même relativement un match du top, où le Barça peut presque acquérir son titre, étant donné, voilà, avec leur victoire, on peut dire, maintenant, ça leur fait combien de points? 10 points d'avance. 10 points d'avance, on peut dire que, voilà, sauf grosse catastrophe, le championnat est presque joué. Et malgré ça, en première mi-temps, je n'ai pas eu l'impression que les joueurs du Barça, et principalement, moi je trouve Gérard Piqué, qui est quand même un des cadres, avait vraiment le couteau entre les dents, c'est le minimum qu'on puisse dire.
Oui, à côté de Gérard Piqué, on peut quand même pointer du doigt plusieurs joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Ouais, c'est clair. Jordi Alba, qui d'habitude est un point d'ancrage du jeu offensif de Barcelone, je ne l'ai pas vu. En tout cas, offensivement, il n'a pas répondu présent. Et puis, on peut citer également Suarez, qui en méforme, à la suite de son match à Lyon. Il n'a rien réussi de bon, et je pense que son but ne vient pas masquer son mauvais match. Vidal montre de nouveau qu'il n'a pas les caractéristiques qui conviennent au jeu du Barça. Et puis surtout Coutinho. Coutinho, une fois de plus, a été très décevant. C'est quelqu'un sur qui on pourrait penser qu'il a vraiment la technique et les caractéristiques qui correspondent bien au jeu du Barça. Mais de plus en plus, je pense qu'il a un niveau insuffisant pour convoiter une place de titulaire dans cette équipe. Eh bien, pour répondre à ta question, mon cher David, c'est difficile de ne pas penser ça quand on voit la prestation stratosphérique de Messi hier. Quand on regarde ses statistiques globales, on peut remarquer que Messi, à l'heure actuelle, donc au Barça cette saison 2018-2019, c'est 28 matchs, 31 buts, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire avec un ratio de plus de 1 but par match. Et encore, je ne compte pas ses assists ici. Je vais donc nuancer ta question, en fait, David. La vraie question pour moi, c'est est-ce que l'attaque du Barça... Est-ce qu'il y a une Messi-dépendance dans cette attaque du Barça, en fait? Et là, je répondrai affirmativement à cette question. Parce que Luis Suarez, certes, il est deuxième de Liga, mais depuis janvier, c'est une catastrophe. Deuxième meilleur buteur, tu veux dire? Oui, c'est ça. Deuxième meilleur buteur de Liga, avec 15 buts. Et en déplacement, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. D'ailleurs, il l'atteste en Champions League. La statistique est affolante. Il n'a plus marqué à l'extérieur depuis 2015. Un grand attaquant de son calibre qui ne marque pas depuis 2015, une disette de 3 ans et demi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout le Barça qui est grippé à l'extérieur en Coupe d'Europe. Hein. On reviendra dans la deuxième partie donc sur le débat de la Ligue des Champions et notamment de Luis Suarez à l'extérieur. Et donc j'aimerais aussi, comme Manu l'a pointé du doigt Coutinho, qui fait des prestations plus que décevante, qui perd du crédit à chaque fois qu'il rentre titulaire sur le terrain. Valverde continue à le mettre titulaire à une position pour moi qui n'est pas la sienne. Et à cause de ça, il perd du crédit non seulement aux yeux de son entraîneur, mais aux yeux aussi des téléspectateurs. N'oublions pas que c'est le transfert le plus cher du Barça. Et je trouve, avec un joueur comme ça, qui on a dépensé autant d'argent, faire des prestations dignes de ce qu'il présente, c'est un pur scandale pour moi, en fait. Je ne tolère pas ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le cas Coutinho, hier, Omar Da Fonseca disait bien lors du match, est-ce que c'est rendre service à Coutinho de le faire jouer actuellement, tellement son niveau est loin de ce qu'il proposait à Liverpool, et en fait, il est totalement là en train de se décrédibiliser avec ses prestations. Donc, tout compte fait, ne vaudrait-il pas un peu l'écarter, qui se reconcentre sur son football, etc., et puis le relancer lorsqu'il aura acquis un peu plus de confiance, un peu plus de conditions, etc., etc. Mais est-ce que le Barça peut réellement s'en passer et mettre qui à sa place? Tu disais, Marco, que hier Coutinho ne jouait pas vraiment à sa place. Le problème de Coutinho, je pense, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle est sa véritable place. C'est un bon joueur, c'est un joueur assez polyvalent, mais c'est insuffisant pour jouer dans un 4-4-2 comme soutien d'attaque. Je pense qu'il n'est pas assez discipliné défensivement pour jouer dans le milieu à 3. Et il n'est pas assez percutant et rapide comme Dembélé pour jouer excentré sur le côté gauche. Donc je pense que son problème, c'est qu'il n'a pas de véritable place. Donc je vois en Coutinho un bon réserviste, un 13e, 14e homme, mais sûrement pas un titulaire dans une équipe de la dimension du Barça. Un réserviste qui vaut 160 Exactement. Non, à ce niveau-là, c'est vrai, on peut se scandaliser par le prix Coutinho, mais je pense que d'abord, c'est la performance qui compte. Et je pense que Coutinho, il le démontre, n'a pas les épaules pour jouer comme titulaire au Barça. Si tu reprends le Coutinho-Liverpool, son niveau était quand même assez intéressant. Dans un championnat un peu moins technique, voilà. Où le jeu est moins basé sur la technique. Ben voilà, et c'est là que je voulais en venir, tout compte fait. Est-ce que Coutinho est taillé pour le jeu du Barça? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser. Connaissant l'ADN du Barça et qui ne fit à aucune position de cet ADN, je pense qu'il n'est pas fait pour le Barça et c'est une erreur de recrutement pour ma part. Pourtant, sur papier, quand on regarde les qualités d'un Ousmane Dembélé et les qualités d'un Coutinho, j'ai l'impression que Coutinho colle mieux avec l'ADN du Barça. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, Dembélé s'impose tout doucement, ou du moins est nettement moins critiqué
qu'un Philippe Coutinho qui là commence à être extrêmement critiqué parce que ses mauvaises prestations se succèdent. Il faut rappeler que Coutinho, c'est un transfert qui est venu après le départ de Neymar. Je pense que c'était un peu précipité. On a voulu contenter un peu la masse sociale du Barça suite au départ de Neymar. Mais je pense que Dembélé, même s'il est très différent de Neymar, ressemble plus, est plus à même de reprendre le rôle de Neymar que Coutinho. Ce rôle de percussion, ce rôle pour déstabiliser une défense adverse. Donc je pense que c'est un mauvais transfert dans le sens où il a été fait précipitamment pour compenser le départ de Neymar, mais ce n'est pas le meilleur choix possible, à mon avis. Moi, j'aimerais aussi parler des individualités, on parle des joueurs, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'entraîneur de Barcelone, Valverde, et ses choix plus que douteux. Quand on regarde Coutinho, qui n'est vraiment pas à sa place, qui enchaîne les mauvaises prestations, il lui donne quand même du crédit, il le fait rentrer presque toutes les semaines, enfin, il est même titulaire, et quand on regarde qui met un Vidal à ce poste-là, alors que Vidal est quelqu'un qui joue beaucoup mieux quand l'équipe adverse a le ballon, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, monsieur Valverde? Tu mettrais qui? Pour l'instant, celui qui joue avec Busquets, c'est Arthur, il est blessé. Il est blessé pour encore jusqu'au fin mars. Pourquoi pas Alenia? Mais voilà, donc l'autre choix, en fait, c'est Alenia. Mais Alenia, c'est un pur produit du club, donc c'est un joueur qui a l'ADN du Barça, mais il est assez nouveau. Lorsqu'il est rentré, je pense qu'il a fait des prestations assez convaincantes, même si son dernier match contre Valladolid à domicile avait été un peu moins bon. Mais c'est un jeune joueur qu'il faut faire rentrer petit à petit. Donc Vidal, c'est un joueur très expérimenté. Et donc peut-être que pour l'instant, dans des matchs plus difficiles à l'extérieur, Valverde, apparemment, compte plus sur l'expérience de Vidal que sur la qualité technique d'Alenia, par exemple. Et enfin, David, pour revenir à ta question, j'ai une stat qui appuie que Barcelone est Messi dépendance en attaque seulement pour moi. Je trouve que c'est vraiment en attaque. Et ben, quand Messi est sur le terrain, c'est 30% de points en plus. Ce qui est pas ridicule. Et moi, j'aimerais rebondir sur un point justement par rapport à cette Messi dépendance. Il me semble que lors du premier Classico, Messi était absent. Et le score final de ce Classico... 5-1, voilà. Donc je pense en fait que sur un match, 2 matchs, 3 matchs, je crois que les joueurs du Barça sont capables d'élever leur niveau de jeu pour compenser l'absence de Messi. Par contre, une absence de Messi sur le long terme, disons un départ, une blessure, 5 mois, 6 mois, 7 mois, ça je pense que ça aurait des répercussions assez importantes. On ne verrait plus un Barça aussi dominateur en Liga. Et donc selon moi, la dépendance à Messi est à relativiser. Sur 1, 2, 3 matchs, non. Sur l'ensemble d'une saison, oui. Je suis assez d'accord avec toi, Robin, mais je pense que quand on a dans son effectif un joueur comme Messi, qui est un joueur hors norme, on ne peut être que dépendant de ce genre de joueur, parce que c'est lui qui fait la différence. Maintenant, par rapport au passé récent de Barcelone, je pense qu'il y a 2 grandes différences. À l'époque de Guardiola, le Barça dépendait déjà de Messi. Mais la tactique de Guardiola était bien implanté, donc les joueurs se reposaient surtout sur une tactique bien précise qui est basée sur un jeu offensif et une récupération haute de la balle. Donc lorsque Messi était un peu moins performant, eh bien, il avait une ligne de conduite bien précise. À l'époque, et puis les joueurs étaient quand même, je trouve, d'un autre niveau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À l'époque, il y avait aussi, à côté de Messi, il y avait d'autres génies du football. Il y avait Xavi qui, sur une passe, pouvait faire la différence. Il y avait Iniesta qui, sur une action individuelle, pouvait également faire la différence et donc venir compenser un jour de moins bien de Messi. Au moment où Luis Enrique était sur le banc, il y avait Neymar. Et Neymar, qui est également un joueur de génie qui peut faire la différence à lui tout seul, lorsque Messi était moins bien, pouvait également le supplier. Il y a un très bon exemple. Lors de cette fameuse remontée contre le PSG, Messi fait un match très discret. Et c'est Neymar qui prend le relais de Messi et qui renverse à lui tout seul, pratiquement. Peut-être l'arbitre qui fait un beau match aussi. Oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais donc c'est peut-être Neymar qui renverse à lui tout seul le Barça. Or, dans l'effectif actuel de Barcelone, il n'y a pas ce joueur de génie qui peut prendre le relais de Messi au cas où Messi joue moins bien. Et je pense qu'au niveau de la Liga, ça peut encore passer, mais dans les grands matchs de Ligue des Champions, je pense que ça risque de devenir problématique. Pour revenir à ce que tu avais dit, Robin, quand tu parlais de la défaite du Real 5-1 contre Barça sans Messi, n'oublie pas que c'était aussi un Real qui était très malade. Tout à fait. Et qui ne se retrouvait pas encore. Maintenant, à l'heure actuelle, on les remet ensemble sans Messi, c'est une autre histoire.
Mais 5-1 quand même dans un classico, ça laisse des traces. Ah, ça, oui, je suis d'accord. On en reparlera dans la deuxième partie, donc sur le débat et la semaine des Classicos notamment. On va quand même passer à Séville. Est-ce que vous voulez pointer quelques individualités? Parce qu'on a parlé du Barça, il ne faut pas oublier qu'il y avait Séville hier soir. Wissam Ben Yedder, Jesus Navas, c'est quand même, surtout sur leur premier but, c'est quand même la classe et typiquement le jeu de Séville, comme je pense Manu l'avait dit tout à l'heure, leur contre-attaque. Wissam Ben Yedder qui fait les mètres, qui fixe sa défense, qui décale sur Navas, Navas qui court sur son flanc et qui finit, je veux dire, d'une manière somptueuse où Ter Stegen ne peut strictement rien faire. La balle est dans le petit filet, parfaitement croisée, c'est 5 étoiles. Je pense que c'est une question difficile de pointer une personnalité, une individualité de Séville hier, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui a bien joué. Et 45 minutes. 45 minutes. Et pour moi, là, l'entraîneur a fait un problème de choix tactique. Il est très difficile de pointer une individualité parce que l'ensemble de Séville a quand même été au niveau, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne à pointer du doigt qui a fait un très 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 mauvais match. Et ce score de 2-4 ne reflète vraiment pas la réalité. Ils ont eu de la chance, ils ont eu la malchance que Messi en fait était en top forme hier soir. Je voudrais juste y pointer le manque de vision sur Messi. Comment on ne peut pas tenir Messi? On sait très bien son style de jeu, c'est-à-dire marcher, se faire oublier. Et dans les phases de transition, Messi est totalement isolé, Messi reçoit une balle, Messi met une lucarne, Messi fait quelque chose de génie. Donc là, je pense que ça a été un problème tactique et pas une question d'individualité. Je voudrais aussi dire, Jesus Navas, la seule erreur qui me semblait évitable de Jesus Navas, c'est de presser Rakitic lorsqu'il fait son centre. C'est tout. Moi, je pense que, tu l'avais dit, en première mi-temps, Ben Yedder a été l'homme de la première mi-temps. Il était excellent de bout en bout, il participe au premier but. Sur les actions individuelles, il a mis à mal la défense du Barça. Jesus Navas également, mais je pense que même toute la défense de Séville était bien en place. Kier, de nouveau, a été le patron de cette défense. Il avait déjà fait un très bon match au Real. Hier, il n'a fait pratiquement aucune erreur. Sergio Gomez l'a bien relayé. Je dirais pas autant de Weber, même s'il avait un rôle sur le côté, sur le flanc. C'était quand même un joueur, je pense que c'était sa première titularisation, sa deuxième ou sa troisième, donc d'habituellement c'est un joueur qui vient de l'Ajax. Hein. Donc, la défensive était bien en place. C'est surtout au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, que Séville a un peu pris l'eau. Banega a été correct. Marco Rog, c'était son premier match. Je pense qu'il a alterné le bon et le moins bon. Et surtout, Vasquez n'a pas été au niveau lorsqu'il est rentré, et donc c'est pour ça que Séville a pris l'eau. C'est vrai que les remplaçants n'ont apporté strictement rien à Séville hier. Très bien, messieurs, merci pour vos analyses, votre débrief. On va passer sans plus tarder à la deuxième partie, à la question du jour. Il y a une grande semaine qui nous attend, c'est la semaine des Classicos. Donc la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le Barça est-il capable de réaliser un triplé cette saison, sachant que mercredi c'est le retour de la Coupe du Roi, 1-1 au Camp Nou, donc le Barça se déplace au Real. Samedi prochain c'est le match de Liga Real-Barça, toujours au Santiago Bernabéu, et dans 2 semaines à peine, il y a quand même le retour face à Lyon. Alors, est-ce que le Barça est capable de réaliser ce triplé? Alors, premièrement, le championnat, je pense, ça ne devrait pas poser de problème, ils l'auront. La Coupe d'Espagne, il n'y a encore rien de mal fait, même si ils ont réalisé le 1-1 au Camp Nou, ils sont tout à fait capables de repartir avec du Bernabéu avec les qualifications. Mais tout peut arriver, mais voilà, je pense qu'ils sont capables. Par contre, le troisième point est certainement le titre le plus important, la Ligue des Champions. Pour moi, le FC Barcelone n'a plus les épaules pour être un candidat sérieux au titre. Déjà, ça fait 3 saisons d'affilée qui coincent en quart. On peut répéter en fait le parcours du Barça, c'est quand même important. Donc en 2015 d'abord, il gagne la Ligue des Champions avec la MSN, c'était la célèbre MSN. En tant que tenant du titre, en 2015-2016, ils sont éliminés en quart face à l'Atlético, 2-1 au Camp Nou, 2-0 au retour au Calderón. En 2016-2017, c'est là où peut-être que les problèmes ont commencé au Barça. Ils sont battus 4-0 au PSG, on sait ce qui se passe au retour. Mais en quart, ils sont de nouveau battus 3-0 à la Juve, on sait ce qui se passe au retour, ils ne marquent pas un seul but, donc le Barça totalement muet. L'an passé, on sait ce qui s'est passé également, 4-1 au Camp Nou face à Rome, match retour 3-0. Est-ce que le Barça peut surmonter tous ces problèmes-là? Robin, vas-y. Donc voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est quand même des prestations qui sont relativement inquiétantes.
surtout l'année passée, gagner 4-1 à domicile contre Rome et être battu 3-0 là-bas, Rome qui n'est quand même pas, je vais dire, un candidat sérieux au titre de gagnant de la Ligue des Champions. Et malgré ça, le FC Barcelone se fait avoir 3-0 à Rome, ce qui est quand même assez inquiétant. Et je voulais surtout rebondir sur ce que Manu disait tantôt. On faisait le lien avec le FC Barcelone de Guardiola, où il y avait Messi, mais on avait Xavi, Iniesta, Busquets au top de sa forme. On avait quand même Puyol, Piqué, Dani Alves. En attaque, à ce moment-là, est-ce que c'était... Ça dépend des années. Il y avait Villa, Henri Eto'o et après c'était Pedro Villa. Voilà, donc c'était quand même une autre qualité que ce que le FC Barcelone peut proposer à l'heure actuelle. Surtout quand on voit Coutinho hors forme totale, Suarez muet 2 matchs sur 3. Donc, selon moi, le FC Barcelone n'est pas un candidat sérieux au titre en Ligue des Champions. Bien, pour commencer, je pense que le FC Barcelone est capable. Oui, ils le sont capables, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est la grande question. Donc, en Copa del Rey, on sait ils ont fait 1-1 chez eux contre le Real. Donc, le Real a cet avantage du but à l'extérieur, malheureusement, avec cette règle. Donc, ici, on sait très bien que Messi va être mis au repos. Je suis persuadé, car il y a quand même le Classico en Liga qui l'attend et le match contre Lyon, le retour, qui l'attend aussi. Tu penses que Valverde va sacrifier Messi sur le retour au Santiago Bernabéu? Moi, je pense qu'il va faire jouer Messi en coupe et pourquoi pas au Classico le faire monter pour les 30 dernières minutes. Parce que selon moi, au championnat, en Liga, ils sont quand même dans un fauteuil, tandis que s'il veut réellement viser des titres, je crois qu'il va favoriser la coupe où la situation est un peu plus complexe après leur 1-1 à domicile. Je ne suis pas convaincu que Valverde va se priver de Messi pour un match de ce standing-là. C'est quand même un match qui est vu dans le monde entier. Et Messi, c'est vraiment le genre de match qu'il veut absolument jouer. Et je vois Messi titulaire à la fois au match retour mercredi en Copa del Rey et à la fois lors du Classico en Liga. Je ne vois vraiment pas Valverde se priver de Messi. Je ne suis pas persuadé, surtout quand on a vu la prestation de Malcolm qui a fait une prestation XXL à son poste. Je crois vraiment que Messi n'est pas si indispensable que ça lors de la Copa del Rey. Et je pense que Valverde va vouloir le garder frais, son meilleur joueur, justement, pour bien tuer ce championnat, cette Liga qui est presque déjà acquise. Et surtout, le garder frais pour l'OL, quoi, en fait. Je serais vraiment étonné, moi. Personnellement, je serais étonné que Messi ne joue aucun des 2 matchs. Peut-être qu'il pourrait sortir si la décision est faite. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, mais je pense qu'il va débuter les 2 matchs. Je pense que les 90 minutes, il ne les jouera pas pour la simple et bonne raison que les matchs vont s'enchaîner et il va avoir besoin, dans chacun des matchs, de l'apport de Messi. Mais est-ce qu'il aura besoin de l'apport de Messi durant les 90 minutes? Ça, c'est pas dit. Si à la 60e, c'est 2-3-0, hop, Messi, viens t'asseoir, repose-toi, on aura encore besoin de toi. Maintenant, à sa décharge, vu comment joue Messi actuellement, je pense pas que la dépense d'énergie soit non plus extrême quand on regarde le type de jeu. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un argument contre moi, mais sincèrement, je pense que Malcolm a eu du crédit. Il a gagné du crédit la semaine passée et je pense qu'il va le refaire jouer, pour ma part. Il faut se rappeler que cette année-ci, en Coupe d'Espagne, lors des matchs allés, Valverde alignait souvent une équipe bis, en tout cas il faisait souvent tourner, pour faire la décision au match retour. Donc à chaque fois au match retour, Valverde a mis l'équipe type. C'est pareil au match aller contre le Real. Au match aller, il a fait jouer Malcolm, donc il a fait tourner un petit peu, mais je pense qu'au match retour, il va mettre l'équipe de base et je pense que Messi sera titulaire. Ensuite, pour passer donc à la suite de la question, en Liga, il semble que le titre est déjà promis au FC Barcelone. Quand on regarde après un match de supplémentaire par rapport à l'Atlético et le Real de Madrid qui sont leurs poursuivants à la première place, c'est 10 points de plus que l'Atlético, c'est 12 points de plus sur le Real, ce qui est quand même énorme en Liga, surtout quand on sait que le Barça perd très peu de points contre des petites équipes, chose que à l'heure actuelle, le Real et l'Atlético perdent quand même pas mal de points. Et quand on regarde au niveau calendrier, le Real doit encore jouer Getafe qui est 4e chez eux, et donc à Getafe, pardon, et Valence qui est un déplacement à chaque fois très chaud. On connaît la réputation de Valence,
c'est quand même un gros client. Ensuite, pour l'Atlético de Madrid, pour moi, c'est eux qui ont le calendrier le plus difficile des trois. Ils doivent encore jouer le Barcelone. Ils ont quelques déplacements très difficiles et on connaît justement cet Atlético qui peine à marquer par moment et qui est capable de perdre des points contre les petits. Donc voilà. En ce qui concerne le Barcelone, qui va affronter le Real de Madrid en Liga pas ce week-end, le week-end prochain, on connaît le péché mignon de Messi à tuer ce Real au Bernabéu. Donc pour moi, je pense en fait que cette Liga est presque à 100% acquise pour Barcelone. Ensuite, j'aimerais juste réagir sur ce match retour au Bernabéu où rien n'est acquis pour le FC Barcelone. Du Roi, tu veux dire là. Oui, c'est ça. Et où ça va être un test intéressant pour le FC Barcelone, car on a vu ces dernières années qu'ils avaient relativement du mal à jouer à l'extérieur. Pensons au gros revers au PSG, pensons l'année passée au gros revers à la Roma. Je crois que ça va être un test intéressant qui va nous permettre de juger et de jauger leur capacité, surtout pour la Ligue des Champions, à faire des résultats à l'extérieur. Oui, mais attention, ici, c'est un syndrome de Ligue des Champions qui n'est pas valable pour la Liga ni pour la Coupe du Roi. Donc, et là, mon dernier point, j'allais en passer donc à la Champions League. Donc, on n'a pas vraiment encore vu de grands favoris prétendant en gagnant de la Ligue des Champions, parce que le style de jeu des équipes qu'on a vu n'est pas vraiment exceptionnel, mis à part l'Atleti qui a quand même livré une prestation XXL contre la Juventus et le PSG qui a fait un match très convaincant face à un faible Manchester United. Donc ici à Lyon, ils ont eu les occasions de mettre des buts. Il y a eu une histoire de je ne sais plus combien de tirs 25 tirs à la fin du match. 25 tirs à la fin du match qui s'est soldé par un 0-0 un peu contre le jeu. Je pense que la qualification en quart ici ne va pas poser de problème visiblement au Barça. Je serais pas aussi sûr que ça, parce que je pense que Lyon est un bon adversaire, et je ne dis pas que Lyon est favori, loin de là, mais je pense que Lyon peut poser des problèmes au Barça au match retour. Je vois mal le Barça ne pas planter 2 goals à Lyon. Maintenant, est-ce que Lyon va savoir répondre ? Ça, c'est la grosse question. Et en fait, c'est le gros point d'attention, c'est à partir des quarts. On sait bien qu'il y a le syndrome de Barcelone en Champions League où ils ratent un match sur leur parcours. Et est-ce qu'ils vont être capables de surmonter ce gros raté ? Ça, c'est tout. Là est la grosse question. S'ils arrivent à le surmonter, je pense qu'ils peuvent aller au bout et la gagner. Parce qu'ils ne seront pas moins forts que ce qu'on a vu actuellement en Champions League. Bon, moi, je pense que la grande différence par rapport aux années récentes, aux années passées, c'est que Messi a dit lui-même que son grand objectif cette année, c'est de remporter la Ligue des Champions. Il en a déjà 4, je pense qu'il va avoir une 5e. Et on le sent, parce que Valverde fait tourner plus souvent son effectif, notamment Messi, lors des matchs qui précèdent le match de Ligue des Champions. Donc on sent que l'objectif principal du Barça et de Messi, c'est cette Ligue des Champions. Et j'ose espérer, pour le Barça en tout cas, qu'ils vont retenir, ils vont retenir les erreurs, ils vont retenir les conséquences des erreurs passées et ne pas les reproduire. Manu, les erreurs passées, il me semble qu'elles sont innombrables. Comment tu ne peux déjà pas retenir ta défaite 4-0 au PSG, 3-0 à la Juve, 3-0 contre Rome? Ça commence à faire beaucoup, les erreurs du passé. Jusqu'à combien d'erreurs ils vont dire ah bah oui, là on doit apprendre, on doit plus jouer ce style de jeu à l'extérieur. Jusqu'où Parce que cette année c'est ah oui bah en fait cette année on a compris comment il faut jouer à l'extérieur, donc on va la gagner. Non, c'est pas sur la tournante, je veux dire, sur la manière de faire tourner les joueurs. Je pense que l'année passée, avant le match contre Rome, le match retour, Suarez avait joué en championnat et lui-même a admis que ça avait été une erreur. Il n'était pas arrivé au match contre Rome dans les meilleures dispositions. Il était fatigué. Et donc, je pense que la grande différence par rapport aux années précédentes, c'est que Valverde, l'entraîneur, va plus faire tourner lors des matchs qui précèdent les matchs de Ligue des Champions. Oui, moi surtout, ce que je voulais rebondir sur ce que David disait. Combien d'alertes va-t-il falloir pour que le FC Barcelone se réveille ? Et surtout que ces alertes, c'est des alertes qui ont eu de grosses conséquences. Celle du PSG, limite, ok, elle a été bien rattrapée. Oui, mais après, celle de la Juve, 3-0,
où ils s'en sortirent. Et puis à la Roma, là pour moi c'est un véritable scandale, ce 3-0 à la Roma qui les élimine également. C'est quand même des alertes assez importantes. Et moi je crois que ça montre en fait un gros problème au FC Barcelone. Pour moi, leur effectif est sur le déclin total et les derniers transferts ne sont pas du tout concluants. On pense Coutinho, 150 millions, il est 160 je pense même, loin du niveau qui lui était promis. Ousmane Dembélé, prometteur, mais pas encore, je pense, capable de réellement faire une différence en Ligue des Champions. Suarez, plutôt sur le déclin également. On pense à des Busquets aussi qui ne sont plus tout jeunes, qui gardent un niveau de jeu assez important, mais qui, je pense, commencent à être tout doucement sur le déclin également. Moi, je pense que c'est vraiment la fin d'un cycle au FC Barcelone. Et jusqu'à présent, Messi leur permet de garder la tête hors de l'eau en Liga et de temps en temps en coupe, etc. Mais je pense que c'est seulement la face émergée de l'iceberg. Et la face immergée, c'est justement toute leur élimination en Ligue des Champions où en fait Messi seul ne peut plus faire la différence. Je pense que le Barcelone n'a pas retrouvé, ça, c'est une évidence, le milieu de terrain qu'ils avaient avec Busquets, Xavi, Iniesta. Busquets est sur le déclin et les deux joueurs que je viens de citer n'ont pas été remplacés, même si Arthur est assez prometteur et a un profil qui correspond peut-être le plus à celui de Xavi. Et puis c'est ce qu'on disait, je pense qu'il y a de plus en plus de Messi-dépendance. Il n'y a plus de joueurs qui pourraient suppléer Messi au cas où celui-ci serait moins performant ou dans un jour sans. Et donc je pense que pour les adversaires, c'est une équipe qui est plus prévisible et donc plus facile à contrôler. Mais quand on regarde, en fait, ça peut être simple, en fait, la tactique. C'est vraiment museler Messi et en fait, l'équipe adverse a beaucoup plus de chances de gagner. Je reviens par rapport au débrief qu'on a fait tout à l'heure à propos de Séville-Barcelone. Séville n'avait pas cette volonté de museler Messi. C'est pour ça qu'ils ont perdu, pour moi, tout simplement. Oui, effectivement, parce que, pour en revenir à la prestation d'hier, Messi a joué dans un fauteuil. Sa première reprise de volée, Rakitic a 5 secondes pour faire son centre. Forcément, il met un centre millimétré sur le pied de Lionel Messi. Lionel Messi n'a personne à 3 mètres de lui. Et bon, son geste est magnifique. Ouais, voilà. Son geste est magnifique, mais n'empêche, néanmoins, il joue dans un fauteuil. Deuxième but, même chose. Entrée de rectangle, hop, il n'y a personne autour de lui. Il peut ouvrir son pied, la placer dans la lucarne, dans un fauteuil. Troisième but, bon, celui-là est un peu plus particulier. Il y a une part de chance, une balle contrée, etc. Mais la défense de Séville était quand même relativement statique. Et selon moi, Messi a réellement joué dans un fauteuil. Hier, c'était pas la tactique du FC Séville de museler Messi. Et pourquoi pas, en fait, moi ce que je me demande, c'est pourquoi pas ne pas faire un système comme le PSG l'a fait, avec Marquinhos en sentinelle sur Pogba. Pourquoi les équipes de Liga et celles qui vont affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, pourquoi ne font-ils pas un plan anti-Messi où on aurait vraiment un joueur qui serait collé à Messi? D'autant plus que Messi ne court plus énormément, c'est plus un joueur qui joue réellement sur son physique. Donc pourquoi ne pas mettre un joueur collé à Messi pour lui empêcher réellement de toucher les ballons? Un marquage individuel à l'ancienne alors. Voilà, clairement. Mais pas attendre que Messi ait le ballon pour lui prendre, c'est vraiment l'empêcher de toucher le ballon. Je crois que c'est vraiment la clé. Moi, justement, je pense que les équipes européennes ont trouvé une solution à ça, ce qu'on a vu hier. Parce que hier, c'est typiquement Liga, en fait. Là, on voit encore ce genre d'action en championnat. Mais si on remonte sur les matchs à l'extérieur du Barça ces dernières années en Champions League, il n'arrive pas à faire ça, Messi. Il n'est jamais tout seul. Puisqu'il faut regarder, en fait, il faut remonter à la saison 2015-2016 et une victoire 0-2 à Arsenal pour voir une victoire du Barça à l'extérieur en Ligue des Champions en phase finale, hein, évidemment, à partir des huitièmes de finale. Oui, à Arsenal. Et ce que disait Manu, je vais un peu rebondir et un peu te contredire, parce que tu disais, oui, le Barça a compris, il faut faire tourner avant les matchs de Ligue des Champions, mais est-ce suffisant quand on voit qu'il faut remonter à 2016 et la MSN pour voir une victoire à l'extérieur du Barça en phase finale? Et moi, je pense que, tout simplement, le Barça, ce qu'on a vu hier, c'est du Barça en Liga, mais on verra ce Barça se faire battre en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas aussi de facilité pour Lionel Messi, notamment.
Est-ce que tu veux réagir à ça? Non, mais on verra. Est-ce que c'est suffisant de faire reposer Suarez, Messi, etc. Parce que le repos, c'est bien, Non, mais... je dis que c'est une différence par rapport aux saisons précédentes. Je ne dis pas que ça a apporté du fruit. Je ne dis pas que ça va être suffisant et que ça va permettre au Barça de passer un palier. Mais je dis que c'est un changement notoire. Et puis surtout, c'est la motivation de Messi. Je le sens plus motivé que jamais pour gagner la Ligue des Champions. Et je pense que ça fait quand même une différence. En plus, il l'a encore dit hier, il me semble, en interview, directement après le match, je suis fit et moi je vise tous les titres, donc la couleur est annoncée. Voilà. Et puis, surtout, on reste beaucoup attentif sur la ligne offensive du FC Barcelone. Oui, Mais je crois que sur la ligne défensive, il y aurait pas mal d'analyses à faire également. Ils sont quand même très loin d'être intransigeants. Mais ce qui peut s'expliquer hier par le retour d'Umtiti quand même qui était absent Après pendant 3 mois. après 3 mois, et donc parce que la paire Piqué-Langlais avait assez bien fonctionné défensivement quand même. Umtiti n'a pas fait une prestation catastrophique. Mais c'est lui qui annule leur jeu sur le deuxième but du Séville. Oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi Piqué qui ne suit pas non plus son homme et qui se détourne de l'attention du jeu. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même voir où sont les erreurs. Tu as bien dit, c'est vrai que malheureusement pour Barcelone, en fait, je pense que c'est pas leur rendre service, mais Messi fait oublier toute cette prestation catastrophique de la défense. Et ça, c'est pas leur rendre service, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'extraterrestre et on se concentre pas sur ce qu'il y a derrière lui. Et tu as bien raison que la ligne défensive hier du Barça n'a vraiment pas été à la hauteur, surtout la charnière centrale. Très bien, messieurs, merci pour vos analyses, votre débrief. Vos réponses, mais on va faire un petit dernier exercice. C'est quand même une semaine assez particulière, ça c'est rare quand même qu'on assiste à 2 classicos en 3-4 jours. Donc je vais vous demander vos pronostics suite à cette semaine. Donc d'abord peut-être le score en Coupe du Roi pour ce match retour au Santiago Bernabéu. Et puis en Liga, au même stade, le Barça à l'extérieur. Alors quels sont vos pronostics? Qualif du Real avec le score ou alors élimination du Real? Je vous écoute. Moi, je vais me prononcer avec une qualification du Real 2-0. Je vois en coupe d'Espagne une victoire de Real et donc le Real qualifié pour la finale, et je vois un match nul pour le Classico en Liga. Pour ma part, je vois une victoire du Real en Copa del Rey, 2-0. En championnat, je pense que Messi va les détruire et moi je vise un petit match spectaculaire, un 2-3, pourquoi pas. Et en Ligue des Champions, contre Lyon, 3-0. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce volet Ligue des Champions contre Lyon. Est-ce que la qualif est acquise déjà ou alors il faut vraiment se méfier? Moi, je vois une qualif du Barça personnellement. Moi, contre Lyon, je vois le remake du match Barcelone-Chelsea, où Iniesta marque en toute fin de match et libère le FC Barcelone. Et moi, je vois ce type de match, en fait, où c'est 1-1 jusqu'à la 87e, 88e, et le Barça en panique, et puis un sauveur, Lionel Messi, qui vient placer un plat du pied dans la lucarne et qui atomise littéralement les rêves de Lyon. Lyon va retrouver Fekir qui n'avait pas joué au match aller, donc son absence s'est fait ressentir. C'est un pion important dans le système de Bruno Genesio. Et je vois aussi une qualification de Barça, mais très compliquée. Je verrais bien un 2-1 aussi. Et pourtant, mon cher David, tu ne t'es pas prononcé sur tout ça? Non, moi je me suis prononcé sur la qualif du Barça en Ligue des Champions. Mais en Liga, je vois en effet... je vais aller vers la qualification du Real en semaine. Je crois que le Real, en fait... plus que le Barça veut cette Coupe du Roi. Parce que je crois que le Barça, ils l'ont gagné, Manu, il faut que tu me confirmes, 5 fois de suite ou 4 fois de suite? 4 fois de suite. 4 fois de suite, ok. Donc le Real, la dernière victoire du Real en Copa del Rey, c'est ce fameux déboulé de Gareth Bale, donc il faut remonter à 2014. Et je crois que pour le Real, éliminer le Barça, même si le championnat est fini, c'est encore un motif supplémentaire de motivation pour se dire, ah ben voilà, en Ligue des Champions, on sera encore là. Donc voilà, je crois que le Real, avertissement donné au Barça dès mercredi. En championnat, je vois un match... Comme l'enjeu n'est pas très élevé pour le titre, je crois que c'est déjà fait. Je vois un match totalement débridé, un match spectaculaire. Et dans ce genre de match, l'équipe la plus technique la remporte souvent. Et je vois Messi faire la différence, genre encore 2-3, un peu comme il y a 2 ans. Et en fait, pour rajouter à ce que tu dis, David, moi, c'est vrai qu'il me semble, pour ma part, je pense que le seul trophée accessible au Real cette année, c'est la Copa del Rey et pas les autres, actuellement. C'est tout ce que je voulais rajouter. Très bien, messieurs. Merci en tout cas pour vos commentaires, vos analyses toujours très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne la suivez pas encore pour suivre les débriefs des grands matchs européens, à liker la vidéo, à partager. Et je vous dis merci et à bientôt pour le prochain What the Foot.
Voilà, c'est ainsi que nous clôturons cette émission depuis les studios de Charles King Radio à Charleroi. Merci, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.